pas vous présenter une technique innovante ou une révolution dans les traitements médicaux, mais simplement envisager notre pratique quotidienne, la pratique quotidienne du clinicien, qui est de plus en plus dépendant des examens complémentaires, et je vais essayer d'évoquer donc les problèmes médico-légaux qui peuvent en découler. Donc je vais vous présenter une observation qui est celle d'une patiente de 35 ans qui présentait une obésité morbide avec un indice de masse corporelle à 60 et chez qui a été retenue de façon tout à fait justifiée l'indication d'une chirurgie bariatrique. Il a donc été réalisé une cystectomie par cilioscopie. Là, vous avez vu tout à l'heure, Maxime Tsoji vous a présenté cette technique. Donc elle consiste à effectuer une suture assez longue d'agrafage tout le long de la grande courbure ou à proximité de la grande courbure gastrique. En post-opératoire, les suites n'ont pas été tout à fait simples. La patiente présentait un fébricule. Au 3e jour, elle avait une fièvre qui a été de 39. L'examen clinique n'était pas contributif, comme cela est souvent le cas chez ces patients qui ont une paroi extrêmement épaisse. Il existait sur le plan biologique une hyperleucocytose, une CRP à 335 mg par litre, tous ces éléments qui donc faisaient évoquer la possibilité d'un sepsis intrapéritonéal ou à un endroit quelconque du corps. À J4, une tomodensitométrie abdominale a été réalisée, dont voici les clichés. Donc on voit sur ce scanner, les clichés ne sont pas très bons, hein, sur ce scanner la persistance d'un pneumopéritoine qui était relativement important. On aperçoit ici donc le tube gastrique qui a été opacifié avec peut-être une petite fuite de produits de contraste hors de l'estomac. Et sur des clichés qui sont un peu plus bas situés, on voit de la présence de produits de contraste dans les tubes digestifs, et c'est tout ce qui a été signalé sur le compte rendu du radiologue, qui concluait donc présence d'un pneumopéritoine abondant, doute sur la présence de produits de contraste en extra-digestif, en regard de la zone opérée, faisant évoquer un trajet fistuleux. Il n'y avait pas noté l'absence de collection liquidienne, et un petit épanchement liquidien du sac de Douglas s'était signalé. Le côlon et les anses grêles étaient sans particularité. Il y avait également un trouble de la ventilation avec une atelectasie en bandeau. Donc, en fonction de ces conclusions, le chirurgien est intervenu, ce qui était tout à fait légitime, par cystoscopie. Il a exploré la zone d'agrafage de l'estomac, puisque c'est là qu'était suspectée une fuite de produits de contraste. Il n'a pas constaté de fuite, la zone d'agrafage était saine, il a fait un test au bleu qui n'a pas montré de fuite non plus. Donc il a interrompu sa cystoscopie et il s'est retiré en laissant en place un brin au contact des structures. Dans les suites opératoires, eh bien, la situation ne s'est pas tellement améliorée. À J5, il persistait toujours de la fièvre, une dyspnée, la CRP était toujours élevée, et à J6, il est précisé qu'il y a une relecture du scanner précédent qui modifiait l'interprétation initiale. En effet, comme on le voit sur ce scanner, enfin c'était le scanner de J4 donc, il a été noté la présence à ce niveau d'air qui semblait être en dehors du tube digestif. Donc cette bulle aérique était a priori pathologique. Donc un nouveau scanner a immédiatement été réalisé, qui, cette fois, montrait une collection, qu'on aperçoit ici, donc une collection hydroaérique de 8 cm de hauteur, qui était contiguë aux anses intestinales et remplie de produits de contraste. Le radiologue décrivait un fin pertuis sur 5 cm qui reliait cette collection au côlon descendant, qui était multidiverticulaire. Donc la patiente a immédiatement été réopérée, cette fois par la parotomie, et le chirurgien a trouvé une perforation diverticulaire colique en aval de l'angle gauche. Il a effectué simplement une intubation par une sonde de Petzer, compte tenu de la difficulté d'extérioriser la perforation, et ce, bien entendu, en raison de l'épaisseur de la paroi abdominale. En post-opératoire, la patiente a présenté un choc septique avec insuffisance rénale, syndrome de défaillance respiratoire aiguë, ventilation assistée, durant 11 jours, donc en réanimation. L'évolution a, en fin de compte, été favorable. Mais, compte tenu de ces problèmes, comment on peut revenir en arrière?
Précédent, d'accord. Oui. Ça marche. Donc, la patiente a saisi le tribunal de grande instance en alléguant une erreur médicale d'une part et une négligence. En effet, elle reprochait au centre hospitalier, à l'équipe médicale, un retard de diagnostic entre le 4e jour et le 6e jour, qui était la date de relecture du scanner, de la tomodensitométrie. Un traitement, elle considérait qu'un traitement écologique plus précoce, dès le 4e jour, aurait permis d'éviter la ventilation assistée et le séjour en réanimation. Donc on voit qu'elle reproche à l'équipe à la fois une erreur et une négligence. Alors qu'est-ce qu'une erreur médicale? Eh bien, il faut bien préciser qu'une erreur médicale est différente d'une faute pénale. En effet, l'erreur de diagnostic ou sa tardivité ne sont pénalement punissables que lorsqu'elle procède d'une négligence. Celle-ci est caractérisée par le fait que le médecin s'est abstenu de prendre les précautions nécessaires et de s'informer suffisamment sur l'état du patient compte tenu des données admises de la science. Dès lors, la tardivité d'un diagnostic ne constitue pas une faute pénale lorsqu'elle s'explique par la complexité des syndromes et la difficulté de leur constatation et de leur interprétation. Bon, ce n'était pas vraiment le cas dans cette observation, mais ce qui était reproché, c'était éventuellement l'erreur du radiologue. Alors, quelle est la responsabilité des radiologues dans l'interprétation des clichés? Il y a une mise au point de la MACSF qui est parue en novembre 2012 et qui précisait que l'interprétation des clichés radiologiques incombe en tout premier lieu au médecin radiologue. Ça, on pouvait s'en douter, bien entendu, mais le radiologue n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Sa responsabilité ne sera pas ipso facto, donc engagée, du seul fait d'une erreur ou d'un défaut de diagnostic. Mais cette mise au point précise aussi que la responsabilité éventuelle du radiologue n'exclut pas pour autant celle du médecin traitant ou du spécialiste à qui les clichés sont secondairement montrés par le patient et qui sont eux aussi tenus à une obligation de moyens. Donc le clinicien est lui aussi tenu à une obligation de moyens vis-à-vis des clichés qui vont lui être fournis par le radiologue. C'est au bout du compte le clinicien qui va poser l'indication thérapeutique et prendre la responsabilité de celle-ci. Alors quel commentaire peut suggérer cette courte observation? Eh bien, c'est que le clinicien doit examiner les images qui sont fournies par le radiologue et ne pas se contenter du seul compte-rendu ou de la lecture du seul compte-rendu. Il doit être capable, car à ce moment-là, la seule lecture du compte-rendu pourrait être considérée comme une négligence. Il doit être capable de les interpréter, au moins de savoir interpréter les images et également les différents résultats d'examen complémentaires qui lui sont fournis. Enfin, il doit effectuer une lecture critique des images et des interprétations. Lecture critique dans le sens noble du terme, telle que la lecture critique d'articles qui est demandée à nos étudiants. Alors, comment acquérir cette compétence? Eh bien, les cliniciens sont formés à la radiologie au cours de leurs études médicales en un premier temps, et puis par la suite, au cours des DESC, des spécialités, des différentes spécialités, et puis par la suite, dans le cadre du développement personnel continu, lors de réunions pluridisciplinaires, au contact des radiologues, on pourrait presque parler de compagnonnage à ce moment-là, puisque c'est l'examen de cas clinique, le commentaire de cas clinique qui va permettre d'améliorer la pratique de l'interprétation radiologique. Alors sinon, il y a l'échange et le dialogue sont indispensables entre les différents praticiens à notre époque où on effectue une médecine qui est pluridisciplinaire. Et il permet aux cliniciens de mieux prendre ses décisions en fonction des résultats des examens complémentaires qui lui sont fournis. En cas de radiologie, il est nécessaire de préciser au radiologue quel est l'objet et l'objectif de l'examen. Donc ça, c'est une information qui est dirigée vers le radiologue. En cas de doute sur l'interprétation, il faudra interroger le radiologue, relire avec lui les clichés éventuels, lui fournir éventuellement des indications cliniques concernant le cas du patient,
Et en cas de relecture des clichés, si un correctif doit être fait, eh bien, il faut demander au radiologue qu'un compte-rendu soit joint au dossier du patient de façon à être serré dans celui-ci, et cet élément est un réel document médico-légal. Donc en conclusion, eh bien, c'est que l'interprétation des examens complémentaires qui ont un rôle capital, on l'a vu déjà dans la matinée, pour guider l'acte thérapeutique, relève aussi de la responsabilité du clinicien prescripteur. Il ne pourra pas donc se réfugier derrière la responsabilité du radiologue en disant « oui, il a dit ça, et moi j'ai suivi son avis ». Non, il est aussi responsable. La compétence est cependant plus restreinte que celle du spécialiste, bien entendu. Mais la communication entre les différents acteurs de l'équipe médicale est capitale, dans tous les cas, comme elle l'est entre les médecins, les chirurgiens, tous les investigateurs et les thérapeutes. Et en cas de problème médico-légal, eh bien, le clinicien ne saurait s'exonérer de toute responsabilité aux dépens des confrères qui ont interprété les examens, et il doit être capable d'avoir une analyse critique de ces examens et de prendre une décision thérapeutique qui sera justifiée par à la fois les examens complémentaires qui lui sont fournis et par son analyse de la clinique et de ces examens complémentaires.